Samuel Pérédi m'avait prévenu. Attention Stéphane, si tu attrapes le virus, il avait raison. Sinon, comment comprendre que je termine en 2004 cette épreuve, loin au classement, blessé, avec des douleurs qui vont durer 1 mois, et que malgré tout j'ai envie de me frotter à nouveau à cette montagne de difficultés? La raison est simple. Il y a de nombreuses courses que l'on fait avec plaisir, mais sans plus. Et puis, il y en a quelques-unes que l'on attend avec envie, car on sait que ce sera exceptionnel. Ce genre d'épreuve qu'on ne peut pas faire tous les week-ends tellement c'est exigeant. Je retrouve cette dimension de rareté dans la transvésubienne qui relève plus du concept de merveilleuse galère technique plutôt que d'une étape du Tour de France. Cette année, on devrait assister à une superbe explication entre Thibaut Vassal, vainqueur sortant, certainement le plus fort, Greg Doucand, le meilleur technicien de tous et qui s'est préparé spécifiquement à l'épreuve, Jean-Pierre Bruni, ultra expérimenté, Sam Pérédi, qui rêve tout haut de remporter cette épreuve. Mais le déroulement de la journée va nous faire redécouvrir un autre maître de ce type de terrain hyper exigeant, que personne n'avait vraiment coché, Jacques Devy, le premier champion de France VTT de l'histoire en 1987, deuxième à la Transvésubienne de 1988. Quant à moi, je me considère moins bon techniquement que Greg et certainement un peu inférieur physiquement à Thibaut. Je sais surtout que je ne suis pas habitué au terrain super cassant. Je ne possède pas ce relâchement qu'ont les sudistes dans la caillasse. Je suis bien plus à l'aise dans la boue glissante et les chemins terreux. D'où l'intérêt de cette épreuve justement. M'affronter à un challenge où je me donne 30% de chance de l'emporter, pas plus. 209, 250, 251, 214, 183. Ici. Le 30e du prologue. Combien tu es là, Michel? T'es au combien là? 30. 31, Robitaille, 32. 32, il est où Robitaille? Il est dans l'arbre. Ouais, ne vous mettez pas sur l'arbre, vous pouvez être pas obligé d'être derrière l'arbre. 7h du mat, j'ai des frissons sur la ligne de départ qu'on rejoint après un quart d'heure de vélo depuis la Colmiane. George Edwards nous aligne un par un, de droite à gauche, suivant l'ordre du classement du prologue. Original et impressionnant. Tenir. C'est un peu ce qu'on a tous en tête, tant pour les vélos que pour les organismes. Question vélo, Samuel Pérédi a par exemple un Scott Genius de 11 kg environ. Bel outil, qui possède 130 mm de débattement à l'avant, autant à l'arrière, pas mal. Avec Thibaut, nos X-Ride Lapierre à 13 kg sont un très bon compromis entre légèreté et fiabilité. Le confort est phénoménal, ils sont relativement pratiques à porter, et on n'aura pas le moindre souci mécanique à déplorer. Quant à Jacques Devy, il monte un Cannondale Scalpel à fourche monobras. Sa légèreté et sa maniabilité proverbiale vont sans doute lui être favorables, malgré un cintre étroit sorti du fond des âges. Le départ est original. 50 mètres de descente, puis un virage à droite dans l'herbe. La transvésubienne, ça ne se joue pas dans le premier virage. Mais on peut quand même s'amuser à constater à quel point les premiers sont déjà devant dès les premiers mètres, comme s'il n'était pas question de lâcher quoi que ce soit sur ses adversaires, au risque de se sentir moins en confiance. En ce qui me concerne, j'ai tout de suite l'impression d'être bloqué au niveau de la puissance. L'attitude, une fois de plus. Je crois que je vais en voir de toutes les couleurs. Je prends donc soin de ne pas faire l'effort de trop, et en un petit kilomètre, je rentre sur le groupe de tête composé de Thibaut, Greg Doucand, Samuel Pérédi, et celui qu'on n'attendait pas, Jacques Devy, la légende. Sur la courbe de niveau, le sentier mène du col du Caire Gros au Tourneret. Le GR5 évolue en arête entre Vésubie et Tinée. Thibaut a décidé de suivre les premiers sans plus. Il est en tête au général, il peut se le permettre. Il nous prend quand même quelques mètres sur la fin du portage qui nous amène au premier col des Deux Caires, histoire de nous mettre de suite dans l'ambiance. Greg sort deuxième. Je suis juste derrière et aborde avec Sam Pérédi et Jacques Devy le GR5 qui file à flanc de montagne, quasiment sur la courbe de niveau, le temps de redécouvrir ce magnifique panorama sur la vallée de la Tinée qui coule quelques 1300 mètres plus bas. Cette portion parfois vertigineuse et déjà passée la veille est vite absorbée.
Petite bifurcation dans la forêt vers le col du Fort et plongée sur les Granges de la Brasque. Le prologue s'est passé moyennement pour moi vu que je rate une intersection et je perds 8 ou 9 minutes sur le prologue déjà le samedi. Donc bon, j'ai abordé la course le dimanche dans des conditions un peu spéciales, quoi, avec pas mal de temps de retard sur les meilleurs. C'est sûr que j'étais pas au mieux dans la tête, mais bon, je suis parti assez bien avec un groupe avec Thibaut Vassal, avec Jacques Devy, avec Sam, il y avait aussi Jean-Paul, Stéphane à la première bosse. Avec Greg Doucet, on s'est sauvé devant, on a réussi à tenir le contact jusqu'en haut avec les meilleurs physiquement. Et après, malheureusement, ce nouveau parcours ne nous avantageait pas vraiment. C'était vraiment cross-country, très difficile, très long. Et on a pris beaucoup de minutes. Arrivé aux Granges de la Brasque, je fais une erreur tactique. Je savais que j'allais baisser ma selle au départ de la descente. J'aurais dû faire l'effort de prendre quelques mètres d'avance sur Sam et Jacques dans le portage qui nous mène au col du Fort, pour avoir le temps de la baisser et de rester au contact des roues de ces rapides descendeurs. Au lieu de cela, je perds 10 secondes pour la baisser et ils disparaissent de ma vue. Or, un peu plus loin, j'hésite au niveau des Granges sur un endroit fléché light, mais fléché je précise. Je m'en veux un peu car je sais que Jacques Devy connaît le parcours par cœur. Ça m'aurait fait un super poisson pilote. J'ai peut-être manqué là une bonne occasion. La piste enchaîne une magnifique descente de plus de 1500 mètres jusqu'au ravito de l'Antosque. Malgré tout, je me fais un gros plaisir dans cette descente énorme. 1500 mètres de dénivelé négatif d'un seul jet. Le pied. La piste, parfois taillée dans la falaise, permet de découvrir une large vue avec au fond l'Antosque, accroché à son rocher barrant la Vésubie, et au loin le col de Turini et Peracava qu'il va falloir atteindre. Mais pour l'instant, ce n'est que du bonheur. Sur la fin, le parcours devient cassant, empruntant une ancienne voie romaine, pavée de grosses pierres et entrecoupée de marches. Jean-Pierre Bruni me passe, juste avant de crever. Il a l'air un peu résigné quand je le repasse. Il sent que ce n'est pas son jour. Il finira 18e, ce qui d'un côté peut apparaître comme une contre-performance eu égard à son palmarès sur cette épreuve. Mais d'un autre, il faut reconnaître que la Trans 2005 est un peu plus typée crosser cette année, avec un peu plus de montée roulante, entre guillemets bien sûr. J'ai fait une excellente descente de l'Antosque, je l'avais bien reconnu. Avec Greg Doucet, on s'est sauvé devant. On a attaqué la descente, on a pris presque 2 minutes d'avance sur cette descente. Et puis après, dans la première descente, on est parti avec Samy. Samy avait repéré la descente jusqu'à l'Antosque et aussi un peu du reste du parcours, donc il connaissait bien. Donc moi, je me suis contenté de le suivre, de le mettre dans sa roue. Il me montrait les bonnes trajectoires, il me prévenait un peu des pièges qu'il y avait. Donc ça, c'était super pour moi. On a roulé ensemble jusqu'à l'Antosque, on a réussi à prendre quand même 1 minute 40 sur un groupe où il y avait Thibaut, Vassal et Jacques Devy. Le temps de prendre le premier ravito à l'Antosque et de remonter ma selle, Julien Bardin est déjà reparti.
lente remontée de plus de 1000 mètres de l'Antosque à la forêt de Turini. Alternance de roulage technique, poussage et portage. Devant, Thibaut Vassal et Jacques Devy font un festival. Je me suis retrouvé avec Jacques Devy. Le gros avantage, il connaissait très bien le parcours, donc je l'ai surnommé ma boussole là. Et donc lui, il avait un petit peu plus de difficultés dans certaines montées, surtout à la fin parce qu'il avait des crampes, mais on s'est très bien entraîné, je dirais. Donc on a fait la course l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Passé un moment, on s'est dit mutuellement, sans se le dire, on rentre ensemble. Il m'appelle la boussole, je l'appelais mon ange gardien. Parce que je connaissais le parcours, donc je lui ai indiqué tout. Je l'ai même rappelé une fois, il se trompait. Donc il a dû se dire, il faut que je rentre avec lui. C'est ma boussole, quoi. Malheureusement, la montée à Peracava nous a été fatale, même avec 2 minutes d'avance. Les gars, Devy et Vassal sont revenus très vite devant. On est resté 20 minutes avec eux et à un moment, ils ont accéléré et là, il a fallu lâcher prise. On a tenu avec Sam un peu dans le portage, on a tenu un peu avec eux. Puis ensuite, Jacques a accéléré et est parti avec Thibaut. Et puis nous, derrière, on a essayé de limiter les dégâts, on roulait à notre rythme avec Samy. Je me dis alors qu'il faut que je fournisse un gros effort dans la longue ascension jusqu'au col de Suorcas, puis Peracaiva sur ces 1100 mètres de montée d'un seul jet. Si je parviens à revoir un des 4 coureurs de tête, ma motivation n'en sera que décuplée. Je passe sur le gros plateau en 44-30 et monte en force jusqu'aux granges de Suorcas. Sachant que Sam Peridi et Jacques Devy connaissent le parcours, je comprends que mon sort est scellé pour le podium. Ça ne sera pas pour cette année. Grégory Doucet, comment expliquez-vous que des coureurs qui ont passé la trentaine, voire la quarantaine, le doyen à plus de 60 ans, puissent fournir un tel effort? Déjà, il y a la longueur de l'effort. Une course de 6 heures, forcément, elle se fait à un rythme moins important qu'un cross-country classique de 2 heures. Donc déjà, les gens qui sont même plus âgés ont déjà des capacités d'endurance qui, à la base, sont supérieures à des gens jeunes. Il faut savoir gérer son effort, il faut savoir aborder les cailloux comme il faut, parce que s'il y a des cailloux pendant 60 bornes, on mange des clapasses et on n'arrête pas, quoi. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que l'expérience fait que des gars peuvent se retrouver devant. Après les granges de Suorcas, on traverse à flanc de montagne sur un sentier de chèvres plus ou moins régulièrement empierré. C'est superbe. Le sentier donne sur un dévers parfois important et il faut rester bien concentré pour ne pas virer dans le fossé. La piste de Suorcas surplombe la Vésubie et se déroule en une portion panoramique jusqu'au ravito de Peracava. J'atteins ensuite le ravito de Peracaiva sans m'arrêter, et malgré le ravitaillement que j'ai dans mes poches, je vais essuyer un sérieux coup de buis dans la montée du col Saint-Michel. Section dégringolade avec la succession de single track de Planfaé. Piégeux mais joueur jusqu'au pont romain sur le Paillon. La 4e heure de course sera la plus dure pour moi. Après le col de la Porte, on passe dans un secteur où il n'y a même pas de sentier signalé sur la carte. À la baisse de la Grao, le tandem Devy-Vassal possède 4 minutes 30 d'avance sur Greg. Sam est à 10 secondes derrière. Personnellement, j'accuse 5 minutes 30 de retard sur Thibaut. Voilà, entre Peracava et le col Saint-Michel, on a vraiment... Enfin, moi j'ai pris cher, hein. On était avec Greg Doucet, mais on était les deux pareils, on allait à peu près à la même vitesse et là, il a fallu qu'on lève le pied. Sur ce genre de course, je pense que l'enjeu est secondaire. Il faut finir. À quelle place ça, personne n'est incapable de le dire. Par contre, il faut finir. Ça, c'est... Tu fais la transvésubienne, tu dois finir la transvésubienne. Presque à n'importe quel prix. Presque. Et pourtant, Dieu sait si on a
On a souvent des moments où on a envie d'arrêter. Mais quand tu l'as fini, tu penses qu'à une chose, c'est revenir l'année d'après la refaire. Ça, c'est important. Je ne sais pas, si peut-être qu'un jour, je devrais arrêter de la faire parce que je ne pourrais plus la faire. Ou peut-être qu'un jour, sur cette épreuve, à mi-parcours, je ne pourrais plus. Bon, je pense que ça serait un énorme regret. Et si ça devait arriver un jour, je pense que je ne reviendrai plus jamais. L'enjeu est secondaire, ouais, contrairement à beaucoup d'autres épreuves. La voie romaine de Langervin entame la terrible ascension vers le col Saint-Michel par un pédalage technique dans un paysage sauvage. J'entame une sorte de voie romaine empierrée qui débute par des lacets qui demandent du pilotage et font oublier la difficulté. Puis le cheminement devient plus rectiligne, à flanc de montagne, en pente douce mais terriblement cassant. Le tout dans un environnement calcaire de pierres blanches éblouissantes. Sur cette portion, je sens mes forces décliner et je ne peux pas m'alimenter car il faut tenir le guidon. Petit à petit, je tombe sur le plus petit vraquet, tout en étant conscient que je devrais mettre plus gros, mais je n'en peux plus. Je sens que je n'avance pas. Je finis même par descendre du vélo. Je vois le col au loin. Il faut que j'y arrive pour me refaire une santé avant le portage de la cime du Ferrion. À peine le temps de me dire ça que je tombe en poussant le vélo. La fatigue alourdit ma chute. Je m'ouvre le coude gauche. Ça saigne abondamment, mais ça ne fait pas de mal. Ouf. C'est vrai que pour l'effort, il faut vraiment bien se connaître. Maintenant, je préfère, plutôt que de subir un vrai coup de pompe où il faut s'arrêter et voire carrément couper ou abandonner, je préfère lever le pied un moment. Il y a un moment, on arrive à une fatigue extrême. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que ça me fait à chaque fois à la transvésubienne. Je suis tellement fatigué que je ne sais plus si je dois continuer à arrêter. Je me demande souvent qu'est-ce que je fais là. On est complètement à côté de la plaque, à un moment on n'arrive plus à rien contrôler, les bras suivent plus, les jambes suivent plus, et c'est là qu'il faut justement gérer ça pour pas tomber. Là, la chute que j'ai eue à la fin, je l'ai vue venir, j'ai tendu les mains devant moi, je me suis dit c'est bon, je vais me rattraper avec mes mains, il n'y a rien qui a tenu, mes mains se sont repliées, physiquement j'étais à bout et la tête a cogné les rochers. Alors que j'ai vu la chute venir, j'avais vraiment le temps de poser les mains par terre et d'assurer la chute. Malheureusement, après 5h30, j'en pouvais plus et je me suis fracassé dans les rochers. Au col Saint-Michel, il y a un ravitaillement avec des canettes de coca. J'en bois une cul sec. Ça m'a fait un bien fou et je repars de plus belle. Ravito au dernier camp de base avant l'escalade en portage très physique jusqu'à la cime du Ferrion, le juge de paix. En 2 km de grand chemin, je me refais une santé, je dépose Brice Touré puis rentre sur Fabrice Crouzet qui m'avait pris 2 minutes. Je le rejoins juste au début du portage du Ferrion. C'est à lui de galérer. Il était en train de prendre un coup de buis mémorable. Ça allait trop bien avant, me confiera-t-il à l'arrivée. On connaît tous cette sensation d'euphorie qui dure quelques minutes juste avant de s'écrouler. C'est expliqué scientifiquement d'ailleurs. Lorsqu'une hypoglycémie menace, l'organisme réagit de manière sécuritaire en envoyant les derniers grammes de glucose au cerveau. D'où l'euphorie. Mais quand il n'y a vraiment plus de glucose, c'est la panne sèche. Le Ferrion, le portage le plus hallucinant que j'ai connu. Directement dans la falaise, vélo sur le dos, accroché à main nue au rocher. Mais mon expérience de la montagne me dit que ce ne sera pas si dur que ça. Il y a 200 mètres de dénivelé, pas plus. En outre, on voit le sommet au loin. C'est plus motivant que lorsqu'on ne parvient pas à se situer. Et puis ensuite, on est arrivé au fameux Ferrion, que je connaissais pas, et c'est vrai que quand on arrive au pied, on lève la tête et, et on se dit c'est haut quand même. Donc il fallait monter en portant le vélo, en escaladant souvent avec les mains carrément pour prendre des prises sur les rochers. Et puis là on était toujours avec Sam tous les deux et on a basculé en haut du Ferrion avec 50 mètres, j'avais 50 mètres d'avance sur lui, donc on était à rien quoi. Au bout de 5 heures de course, on avait 50 mètres d'écart. C'est ça le VTT. C'est pas la piste de montagne, même si c'est joli et tout. Non, le VTT, c'est du sentier, c'est du single. Il faut que ça soit cassant, il faut que ça soit dur. Enfin, c'est ce qui fait l'esprit de cette course. Et c'est ce qui fait l'esprit de la transvésubienne. Moi, le jour où la transvésubienne, où l'esprit disparaît, je viens plus, c'est terminé. Moi, c'est vraiment cette course-là que j'ai envie de faire et que j'ai envie de gagner. Le jour où j'aurai gagné toutes les courses de l'Avalanche Cup. C'est sympa, pas trop chaud. On n'est pas bien à notre aise quand même.
Le Férillon est impressionnant, raide, montagneux, une sorte de citadelle minérale au sommet de laquelle on aperçoit quelques spectateurs pour nous encourager. Allez, Monaco, super. Ce Montferrion, je le voyais plus proche que ça. J'avais une petite partie du milieu de la course que j'avais pas noté en fait. Ça m'a un peu tué le col Saint-Michel. Mais à part ça, on est content d'être là. J'apprécie un peu le paysage quand même. Ouais, c'est très beau. Bon, allez, on se voit à Levens, hein. La descente commence par un champ de pavas mémorable où on utilise le peu de résistance qui nous reste pour ne pas tomber ni se faire d'entorse quand on descend de vélo. Puis ça devient plus humain, entre guillemets, et je descends un peu plus vite. Pas assez cependant pour éviter le retour de Brice Touré qui a donc dépassé Fabrice Crouzet et son coup de buis. Ah, je fais pas sur la photo. Ah si. Descente très technique du Férillon, puis passage souterrain de Sainte-Claire à l'approche de Levens. Quand on pense que c'est fini, il en reste encore un peu. La fin n'est pas donnée. Après s'être enfilé en rampant dans un petit tunnel pour éviter le croisement de la route, je subis un dernier portage relativement dur, avec la soif qui tenaille maintenant. J'ai vraiment envie que ça se termine. Samuel Pérédil, la passion pour la transvésubienne semble vous avoir comblé de bonheur. Pensez-vous que les coureurs anonymes, autant que le public, puissent y voir là une valeur d'exemple ? Ouais, si on peut servir d'exemple, moi ça me fait plaisir hein, parce que ça me passer le flambeau ou passer notre passion comme ça, si on peut le retransmettre à travers une course, justement, qui se fait au courage et tout ça. Ouais, enfin pour moi c'est super. Maintenant, c'est pas à nous de le dire. Hein, tu vois, c'est toi qui juges, c'est les gens qui nous jugent. Tant mieux si on peut servir d'exemple, c'est sûr. Les gens sont humbles devant l'effort. Il n'y a pas de triche. J'étais comme ça aujourd'hui. Tu es un homme, tu as fait ton effort, tu es à la place que tu es et voilà. Quand je vois que sur ces 2 jours il y a 300 participants, c'est fantastique. Normalement, on devrait être 50, 60, pas plus. Des puristes. Mais non, des puristes, il y en a plus que 50, 60, il y en a 300. C'est fantastique, quoi. Génial, génial, génial. Après une dernière traversée à travers le maquis, atterrissage sur le grand pré herbeux de Levens, où soudain il n'y a plus aucune difficulté technique. Juste une grande ligne droite de 200 mètres de long, entre 2 belles rues balises et sur une pelouse de terrain de foot.
Pour le garçon qui va remporter la Transvésubienne 2005, Thibaut Vassal, double vainqueur avec le numéro 1. Et une énorme ovation pour Jacques Devy qui va 17 ans après emporter la deuxième place. Thibaut Vassal, Jacques Devy. Je vais plus faire les applaudissements s'il vous plaît. C'était fabuleux quoi en fait. Bon, au début, dans la première descente, c'est vrai que Grégory et Sam sont partis, mais je trouvais que ça descendait très très vite. Je dis on va abîmer le vélo, on va abîmer les pneus, donc j'ai calmé. En bas j'avais qu'une veine de retard, donc dans la montée je savais que je le referais facilement. Je l'ai refait, après on s'est échappé devant avec Jacques, c'est vrai qu'on a vraiment roulé ensemble, lui connaissait très bien le parcours. À Sam je dis ça y est tu le tiens dans l'article, là c'est la légende vivante quoi, donc il revient. Et il a été très très fort, bon, on s'est aidé mutuellement, lui connaissait les traces en descente, dans les montées il avait des crampes à la fin, donc je l'ai aidé, on s'est encouragé. Et je pense que cette victoire, on est deux à gagner aujourd'hui quoi. On s'est accompagnés, on a discuté, on a même plaisanté en route. Et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Bon, ça veut dire que Jacques, allez, 17 ans après, on oublie tout et puis ça donne vraiment envie d'en faire. Oh ouais, je crois que je vais en partir encore un petit peu. Ok, mesdames et messieurs, je vous demande une ovation pour Jacques Devy, extraordinaire champion. Extraordinaire champion. Ouais, c'était vraiment dur. Bon, la première descente, ça s'est super bien passé. On s'est retrouvé avec Sam au sommet pratiquement, quoi. Il est revenu parce que moi je cherchais un peu mon chemin au début de la descente. Et vu qu'il avait repéré, je me suis mis dans sa roue et on a fait la descente à un bon rythme, quoi, sans trop se fatiguer, mais en étant droit, il connaissait bien les trajectoires, donc c'était cool pour moi. Et puis après, les deux autres étaient plus forts physiquement, quoi. Moi j'étais un peu limite. C'est dommage que hier je me sois perdu un peu au prologue. Je sais pas si ça va suffire pour faire un podium. Greg était devant, Greg Doucendre. Et dans la dernière demi-heure de course, je me suis rappelé qu'il avait raté son prologue. Et je me suis dit, mais combien de minutes il a pris? Et les dernières 30 minutes ont été un calvaire pour moi parce que j'ai rien lâché. Je pense que j'ai sûrement fait les 30 dernières minutes les plus rapides de la course parce qu'il a fallu se battre pour une place. C'est pour ça que je suis arrivé vraiment fatigué. D'ailleurs, quand j'ai parlé à Michel, j'étais à la limite de pleurer parce que j'étais à bout, j'en pouvais plus. Troisième place à la Transvésubienne pour ton retour en 2005, t'es particulièrement content, ça? Oui, de toute façon, j'avais rien à faire avec les deux devant qui étaient vraiment plus forts. Après, c'est toujours un combat contre soi-même, la Transvésubienne. Donc, hier, j'avais eu l'avance sur Greg. Malheureusement, il a crevé hier, c'est pour ça que j'avais eu de l'avance. Aujourd'hui, il fait le forcing et il doit lui manquer pas grand-chose pour faire troisième. Je lui tirerai un coup de chapeau quand même parce qu'il s'est sacrément battu. Monsieur Jean-Paul Stéphane du Team Lapierre avec Nicolas Bouloz. L'année dernière, j'ai pu venir. Je me suis bien fracassé, je me suis fait mal, mais j'ai pris un peu le virus, un peu comme Samuel Péridis là, qui a bien le virus, on en a parlé souvent. Et voilà quoi, bon, j'aurais aimé être encore plus devant, mais il n'y a pas que ça quoi. Il y a vraiment la course en elle-même. Je pense qu'il y a très très peu de courses en France et dans le monde qui, par le simple fait de leur parcours, arrivent à motiver autant les gens, à les faire rêver quoi. Alors c'est vrai que maintenant les Coupes de France d'1h30, je les oublie dans les 5 minutes qui suivent, et celle-là on l'oublie pas du tout quoi. Le numéro 143, il sera sur le podium aussi. Dévasseur 30, Fabrice Crouzet, sur vos applaudissements s'il vous plaît, Fabrice Crouzet. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y a des passages où les grimpeurs sont vraiment avantagés. Donc moi je laisse passer parce que je suis un mauvais grimpeur, donc je les laisse passer. Et puis par contre, toujours je leur dis, bon dans la descente alors tu me laisses passer, ouais ok ça va. Et puis quand j'arrive dans la descente, je dis ta promesse. Et puis et ils se rappellent de moi, ils me laissent passer. Donc on est des guerriers pacifiques, on se bat contre nous, contre le vélo, mais c'est pas contre les autres. Hein. Là c'est vraiment, il y a aucune animosité. Ça me change des courses de cross-country en Belgique. Hein. Ce qui ressort de cette course, c'est l'ambiance, ces moments un peu magiques aussi après la course, où on échange un peu tous nos galères et nos plaisirs aussi, parce que c'est dans la souffrance, on va au bout de soi-même. C'est un esprit de guerrier, mais vraiment contre soi-même, ça c'est clair. Il faut être guerrier pour arriver au bout. Là, par contre, il y a beaucoup de notions d'entraide. Dès qu'on a un souci, les gens demandent si ça va, et donc ça c'est vraiment agréable. Quand même, on passe par des endroits où c'est engagé, je veux dire. Je trouve qu'il faut tirer son chapeau à l'organisation pour faire des choses aussi, aussi fortes, quoi. Il n'y a pas d'autres courses où on fait des trucs aussi longs et tout seul dans la montagne. Là, on voit parfois l'hélicoptère qui passe ou une moto, mais on est livré à nous-mêmes. C'est mal à imaginer qu'il y en a qui le font à deux sur une moto, hein, avec plein de caméras et plein d'appareils photo. Hein. Dur. Qu'est-ce que tu penses de ton père? Tu crois que c'est un champion? Ouais. Oui. À moitié champion. À moitié champion. À moitié champion, pourquoi c'est à moitié champion? Parce qu'il gagne jamais rien en fait.
Quand je vois les gens, les derniers qui arrivent, franchement, je leur tire un coup de chapeau parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ils ne sont pas préparés pour ça, ils n'ont pas forcément de matériel pour ça, mais ils vont au bout de leur effort. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, je suis beaucoup plus impressionné par ces gens-là que par une personne qui va gagner la course, même si on ne peut pas lui ôter la victoire ou on ne peut pas ôter la victoire des 3 premiers, du podium et tout ça, parce qu'on s'est minable pour la gagner. Mais tu peux pas ôter. Les gens qui arrivent derrière, c'est aussi très difficile pour eux, sûrement plus, à mon avis, en tous les cas. Avec la transvésubienne, on a le sentiment qu'on a vraiment donné le meilleur de soi-même et qu'on a fait autre chose qu'une simple course. On a l'impression de s'élever. On a aussi le sentiment que tout le monde se vaut, que ce soit le vainqueur, parce qu'il est capable de faire le parcours en 5h37, Thibaut Vassal, Jacques Deville, Samuel Pérédy, Grégory Doucet, Jean-Paul Stephan. Ou que ce soit le dernier, parce qu'il n'a pas renoncé, malgré sa galère de 11h07. Et c'était une fille, Marilyn Bisson. Preuve que la transvésubienne est une course hors norme. Le moral, je pense que c'est que le moral.